Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Charles Monod, le président de Monocle. Je suis entouré à côté de moi de mes deux gérants juniors qui nous ont rejoints, Max à ma droite et Pierre à ma gauche. Et on va vous parler d'une part de la stratégie de Monocle avec un cas concret qui est donc le Dieselgate et Volkswagen, avec lequel on a démarré notre philosophie de gestion en 2015. Et après, on fera un éclairage un peu plus précis sur Netflix, qui publie la semaine prochaine, qui est la première des grosses du Nasdaq à publier et qui est, à mon avis, une publication qui sera extrêmement importante. Merci de votre tolérance. Comme je le disais, c'est le premier webinaire. On fera sûrement des erreurs. On est là pour s'arranger avec le temps. Alors, on commence donc par le Dieselgate, qui est donc le premier, un peu l'événement fondateur pour nous. Donc, moi, j'arrive au bureau le 10 septembre au matin. L'action Volkswagen perd 20% et vous avez la une des journaux partout. Donc, c'est 18 milliards de dollars, 500 000 véhicules mis sur le marché américain en ayant triché sur les émissions. Et donc, 37 000 dollars par voiture, 18 milliards d'amendes. Donc, ce chiffre est assez exceptionnel. Toute la presse financière part sur ces 18 milliards et tous les analystes financiers et tous les gérants partent sur le même chiffre. Et donc, tout le monde vend massivement l'action Volkswagen. Moi, ce que je fais, c'est que je me dis, je vais essayer de trouver ce chiffre qui me paraît quand même un peu étonnant. Donc, je cherche la loi américaine. Il y a une chance sur deux que ce ne soit pas compréhensible ou que j'ai 1000 pages de documents et que je n'ai pas la capacité à m'en sortir. Mais c'est peut-être possible qu'on trouve quelque chose de plus simple. En fait, je l'ai dans les mains. Alors, on n'a pas la vidéo, mais je l'ai sous les yeux. Voilà. Je l'ai ici. Le document fait 32 pages. Donc, il n'est pas très long à lire. Il explique effectivement que c'est 37 000 dollars par véhicule. Mais il explique aussi, comme vous l'avez là à l'écran, qu'en fait, il y aura un facteur dégressif parce que sinon, l'amende serait déraisonnable. C'est leur propre terme. Et donc, si on applique ce facteur, l'amende doit en réalité être 120 millions. Alors, nous, on ne pense pas du tout que le total, évidemment, du contentieux pour Volkswagen sera de 120 millions. On pense simplement qu'on a 18 milliards de dollars d'écart avec le marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et ça résume notre stratégie. D'une part, on définit un prix qui nous paraît un prix juste et raisonnable pour Volkswagen. Là, en l'occurrence, c'était 135 €. Et deuxièmement, on considère donc que quand on s'approche des 100 €, on est sur un niveau, une belle opportunité. On prend donc le maximum de taille qu'on peut avoir. Donc, c'est un point important à garder avec nous. On n'hésite pas à prendre des positions importantes quand on a des opportunités comme celle-ci. Et donc, on monte la ligne de Volkswagen. Et deuxième point, on la revend. Donc, nous, on n'est pas comme Buffett, on ne garde pas les lignes 30 ans. Quand on touche notre objectif, on revend, on ressort. Il y a deux avantages à cette stratégie. D'une part, on réalise les plus-values. Donc, on ne reste pas tout le temps avec des grosses plus-values latentes, mais qui ne sont pas réalisées. Et d'autre part, comme ça a été le cas sur Volkswagen, début 2016, les marchés européens redeviennent tendus. Le marché oublie un peu pourquoi l'action était remontée et la remet très vite au cours d'avant, vers les 80. On remet en place la deuxième stratégie. Donc, ça nous permet de pouvoir répéter, parfois utiliser 2 fois notre travail de recherche et la remettre en place le même trade. Comment est-ce qu'on détermine ce juste prix? On le fait avec 2 outils. D'une part, Explorer, qui est un outil maison qui est connecté à Reuters, qui nous permet de synthétiser l'ensemble des données financières d'une société, c'est-à-dire les comptes de résultats, les bilans et les cash flows, sur tout l'historique qu'on a. Donc, Volkswagen, on peut reculer sur 20 ans pour avoir très rapidement une idée de combien elle gagne chaque année, donc combien elle dégage réellement en cash flow, pas uniquement le résultat papier, par rapport à sa valorisation. Donc, ça nous permet de nous faire très, très vite une idée. Et pour avoir quelque chose de plus précis, on prend également les rapports annuels. Donc là, on est totalement à l'ancienne. On a une calculette, un calepin, et on essaie de comprendre ce qu'il y a dedans dans les rapports annuels et de voir comment évolue le business. Donc, on en vient à cette stratégie qu'on a définie comme le 80-100. C'est très simple. Nous, on étudie les fondamentaux, on est value. Et donc, value, pour nous, ça veut dire acheter à 80 ce qu'on pense qu'il vaut 100. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on achète des boîtes qui sont forcément pas chères, etc. On aura un exemple plus tard sur Facebook. Mais ça veut dire qu'on veut acheter à 80 ce qui vaut 100 et on ne fait donc pas comme Buffett, quand ça touche 100, on vend. Et un point important à garder en tête, c'est que si jamais on se trompe sur le 100 et qu'en fait le vrai prix c'est plus bas que ça, si le vrai prix c'est 80, jusque-là on n'a pas perdu d'argent. Donc c'est un point important. Ces critères sont assez exigeants, ça veut dire qu'on ne trouve pas beaucoup d'opportunités. Donc quand on en trouve une, par contre, on prend des positions qui sont importantes et assez conséquentes. Toujours en respectant bien sûr nos règles UCITS, donc pas plus de 10%, le 5-10-40, je pense que vous connaissez tous ces grandes règles.
Un deuxième exemple, à peu près sur la même philosophie, avec G4S. Donc G4S, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la première société de sécurité au monde. Pour faire très simple, c'est 500 000 vigiles. C'est une société qui valait 250 livres en 2018, qui a baissé en 2019, qui a perdu 30% pour arriver vers les 150. Et vers les 150, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour nous, parce que nous, on pensait que ça valait 220 quelque chose. Donc, le jeu n'en justifiait pas la chandelle. Par contre, quand le Covid arrive et que l'action descend à 80, dans un business qui opérationnellement est plutôt bénéficiaire du Covid quelque part, si vous avez tous les magasins qui sont fermés, les restaurants fermés, les bureaux fermés, il faut plus de sécurité. Donc, c'est plutôt bon pour le business de G4S. Donc là, pareil, nous, le cours de 90 qu'on voit arriver en mars-avril 2020 nous paraît une très bonne opportunité. On prend une position conséquente. Pendant l'année 2020, les marchés reprennent un peu leur esprit, donc ça remonte vers les 200. Et puis là, on a, cerise sur le gâteau, une offre d'EPA à 240 en haut, où on ressort toute notre position. Donc, on applique la même stratégie, Explorer, le rapport annuel. On achète à 80, on vend à 100. Je passe maintenant la parole à Max. Donc, sur Facebook, là, vous voyez que Facebook, c'est une société de croissance et on peut appliquer cette stratégie de acheter à 80, vendre à 100 sur une société comme Facebook. Alors, Facebook, effectivement, pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui? Premièrement, parce que c'est une ligne qu'on connaît bien, comme vous le voyez sur le graphique, on l'a souvent eu en portefeuille. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, puisque la ligne est à peu près à 3% du fonds à l'heure actuelle. Et aussi parce que, comme vient de le dire Charles, rebondit dessus, c'est un parfait exemple de ce qu'on fait en termes de stratégie 80-100. Alors, à mon avis, ce que demanderont la plupart d'entre vous en voyant ce graphique, c'est pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas tout en une seule opération? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'achète pas uniquement en une fois, donc à la fin 2018, sur le petit point vert qui est complètement à gauche en bas de l'écran, et pourquoi est-ce qu'on ne vend pas au top de 2021, c'est-à-dire sur le point rouge qui est en bas à droite. La raison, elle est très simple, c'est justement cette discipline du 80-100, elle est stricte et on s'y tient. C'est-à-dire qu'à un instant T, on va évaluer la société. Si le prix affiché à l'écran, c'est 80 et que nous, on estime que la valeur réelle, ce serait plutôt 100, on achète, on fait une position. C'est ce qu'on fait en fait, donc justement en octobre 2018, à 130 $ l'action, Facebook, ça nous paraît être un bon pari, être une bonne opportunité. Donc on construit la pause, on achète. Et quand quelques mois plus tard, ça vaut à peu près 150, là on estime qu'on est plus proche de la juste valeur, on sort. Et on est capable de réitérer cette opération plusieurs fois. Ce qui est intéressant avec le cas Facebook, c'est que ça vous montre qu'on n'est pas juste là pour acheter des titres très value, des entreprises mal aidées par le marché. On peut aussi aller sur des belles sociétés de croissance comme Facebook. Et l'idée, c'est que cette borne de 100, elle peut évoluer en fonction des résultats qui sont publiés à un instant T et des perspectives que l'on a d'entreprise. Donc, on peut réitérer l'opération en plusieurs fois. Alors, sur ce point-là, donc je voudrais que ce soit bien précis. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, je me rappelle très bien du 24 décembre 2018, donc le jour de Noël, j'étais en train d'acheter à tour de bras du Facebook parce qu'elle était au plus bas, elle valait 124 $ à ce moment-là. Ça valait extrêmement peu cher en multiples. Ça valait autour de 15-16. Et quand ça remonte début 2019, vers les 180, là, on est revenu au-dessus de 20, on est vers les 25 de multiples. Donc là, ça devient cher. Et après, si la société publie que les résultats montent et que tout devient bien, on réajuste nos calculs. C'est pour ça que vous nous voyez faire ces rentrées, ces sorties. Et si vous voyez, par exemple, là, début 2021, on a une belle ligne de Facebook qu'on a mis en place fin 2020. On a tout vendu au plus haut. Alors, ce n'est pas parce qu'on est des génies qu'on vend au plus haut, c'est parce que nous, vers le haut, là, en termes de multiples, on sent que ça commence à être très élevé, et donc on sort. Et par contre, vous voyez un point vert arriver là plus bas parce que l'action Facebook récemment, ça valait 380 plus haut, ça vaut 330, je crois, aujourd'hui. Bon, ben, ça a perdu 15-20%, ça ne redevient pas très cher. Et ce qui est intéressant aussi de procéder ainsi et non pas en une seule opération, c'est qu'on réalise le profit au cours du temps en plusieurs petits bouts. Donc, on le cristallise. Voilà. On n'expose pas le capital au mouvement de marché sur le long terme. On réalise le profit en plusieurs fois. Maintenant, pour vous montrer que ce type de philosophie, ça ne s'applique pas uniquement à un titre comme Facebook, mais plutôt à la gestion globale du fonds, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on fait en termes d'exposition plus globale. Donc, par exemple, ici, sur le crédit d'entreprise, pour nous, en fait, c'est très simple. Un investissement, il faut qu'il y ait du rendement. S'il n'y a pas de rendement, on ne prend pas de risque et on ne fait rien. Typiquement, en bas à gauche de l'écran, vous verrez ici que lorsqu'en janvier 2020, le rendement sur des titres de dette risqués, donc ce qu'on appelle les fameux junk bonds, donc c'est
c'est des types de dettes d'entreprise dont on n'est même pas sûr qu'elles seront en mesure de payer le loyer à la fin du mois. Ça rapporte du 2,5% par an. Nous, chez Monoc, on estime que ce n'est pas un très bon pari, donc on n'y va pas. Très simplement, voilà, janvier 2020, l'exposition crédit d'entreprise du fonds, c'est 0% parce qu'on n'est pas rémunéré pour le risque qu'on prend. En revanche, en mars 2020, quand on est en période de la crise Covid, voilà, vous vous rappellerez tous de ce moment, on était tous confinés, les marchés dévissés, les valorisations explosées en vol. Là, on a du rendement qui commence à être un peu intéressant. Il est par 3, et donc à 7,5 en fait, nous, on considère que là, ça devient une opportunité un petit peu plus intéressante, et donc on n'a pas peur de monter l'exposition qui atteint les 35% sur cette poche crédit d'entreprise, puisque justement, il y a du potentiel. Et ce constat, il ne se limite pas à la partie crédit, parce qu'on peut faire à peu près le même sur la poche action du fonds. En top de bulles de valorisation, ce qui était le cas en début d'année 2020, nous, on est au chômage technique, on ne fait rien. Voilà. Il n'y a pas d'opportunité, donc le capital, il est en liquidité, et on le garde bien au chaud pour pouvoir le déployer quand elles apparaîtront. Donc, typiquement, quand les marchés se payent une fortune, c'est-à-dire à peu près 30 fois le PE, qui est un niveau qu'on n'avait quasiment jamais vu historiquement auparavant à cette époque, l'expo action du fonds, c'est 2%. C'est 2% parce que tout est trop cher, donc il n'y a rien à faire. En revanche, après 30% de baisse des marchés, on se retrouve en mars et là, il y a des opportunités et il y a du potentiel de hausse. Donc, on n'a pas peur de déployer le capital et c'est exactement ce qu'on fait puisqu'on monte l'exposition à 41% du fonds. Donc, on n'a pas peur de s'exposer quand il y a du ça, potentiel. c'est un point important à retenir chez nous. Donc, nous, on est un peu à contre-cycle par rapport aux autres. Nous, on adore les crises. Nous, on a notre position neutre, c'est un peu d'être sécuritaire et d'avoir plein de réserves, d'accord, plein de choses en liquidité. Et quand les crises arrivent, nous, on a beaucoup de boulot parce qu'on investit beaucoup. Nos concurrents, généralement, sont totalement investis. Donc, quand les crises arrivent, ils sont juste en train d'attendre que les choses remontent. Ils ne peuvent pas réinvestir parce que leur argent est déjà tout dans les marchés. Nous, au contraire, par notre système de 80-100 et de métriques, généralement, quand les crises arrivent, on n'a rien investi ou peu investi. Donc, on a beaucoup de cash à déployer quand les crises arrivent. C'est pour ça que nous, on voit arriver, on attend les baisses avec impatience. C'est là où on est content. Et comme l'a dit Max très justement, quand tout le monde est euphorique, nous, on est chômage technique, on n'a pas grand-chose à faire. Et c'est justement un petit peu le positionnement du moment. On a très peur des niveaux de marché actuels. Et un cas qui en est assez symptomatique, c'est le cas Netflix. Je vais maintenant passer la parole à Pierre sur celui-ci, puisqu'il est d'actualité. C'est la première des grosses à publier donc dans une semaine. Dans une semaine, exactement. Exactement, les résultats trimestriels qui arrivent en une semaine. Comme l'a dit Max, on est très peu exposé, très prudent. On est à peu près à 6% d'exposition à action. Ça, c'est parce que le marché est au plus haut et qu'on pense qu'on est actuellement dans une bulle. Un des exemples symptomatiques de cette bulle, pour nous, c'est Netflix. Alors, Netflix, comme business, c'est assez facile à comprendre. C'est 200 millions d'abonnés, 210 exactement aujourd'hui, qui, comme vous, peut-être, et comme moi, payent 11 $ le mois pour souscrire au streaming. Et donc, ça génère 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Bon, c'est une super invention, ça a eu un très beau parcours. Et la question, c'est que fait Netflix de ces 30 milliards de dollars? La première chose qu'elle fait, évidemment, c'est qu'elle entretient ses serveurs, elle paye ses producteurs pour à peu près 5 milliards de dollars. Là, vous l'avez dans la colonne tout à droite en 2021. Donc, c'est les producteurs, c'est tous les coûts de distribution. C'est le coût ce que ça lui coûte pour amener la série sur la télé ou l'ordinateur de chacun de ces 210 millions d'abonnés partout dans le monde. Ça, c'est 5 milliards de dollars par an. C'est un de ses premiers postes de coût. Exactement. Le deuxième poste, qui est très important également, c'est entre guillemets tout le reste, c'est-à-dire la pub, payer ses commerciaux, mais également payer les ingénieurs qui font la recherche et le développement, et puis tout ce qui fait tourner la boutique. Ça pour 8 milliards, vous voyez également à droite. Et enfin, le dernier point, c'est l'amortissement du catalogue. Alors, l'amortissement du catalogue, pour les comptables, ça ne vous fait aucun secret, on va dire, c'est un point quand même assez technique, c'est que ce n'est pas une dépense décaissée. L'amortissement du catalogue, ça vient juste attester que les séries, les films que Netflix propose perdent de la valeur avec le temps. Typiquement, par exemple, en 2017, une série qui a plutôt bien fonctionné, c'était Riverdale, vous avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, plus personne n'en parle et plus personne ne la regarde. Ça montre bien que la valeur de la série perd de la valeur avec le temps. Sauf que c'est un poste très technique, assez difficile à estimer. Et Netflix a beaucoup de latitude, entre guillemets, pour estimer ce montant d'amortissement. Donc, ça vous donne un résultat net, la ligne qui est juste en dessous, qui est finalement assez peu parlant,
dans le sens où vous avez une très grande partie. Donc vous voyez que les 11 milliards d'amortissement du catalogue, c'est l'équivalent à tout le reste des charges de Netflix. Ça vous fait un résultat net qui est peu parlant, qui est peu transparent. Alors nous, ce qu'on fait, c'est on sort de la compta et puis on vient voir plutôt en dollars, donc en liquidité. Voilà, ce qui se passe exactement dans le tiroir caisse. Exactement. Et donc là, on rajoute ces amortissements de catalogue, mais on se rend compte surtout que pour Netflix, produire des nouvelles séries, ça coûte très cher. Vous l'avez là dans le deuxième petit rectangle rouge, c'est la production de séries, donc c'est les milliards de dollars qui sont décaissés par an pour créer des séries et des films. C'est des montants vertigineux. Ça s'est un petit peu calmé en 2020 parce qu'avec la pandémie, il y a eu des retards de production. Et vous voyez que ça repart plein pot en 2021, 15 milliards de dollars. Voilà, ce qui nous donne un solde, dernière ligne de ce tableau, qui est finalement très différent finalement du résultat net. Netflix a consommé des liquidités jusqu'en 2019, a dégagé 2 milliards en 2020, mais comme je vous le dis, c'est un petit peu un cas particulier. Et donc pour la suite, on va plutôt tabler cette année 1 milliard de dollars créés. Vous allez me dire 1 milliard, ça peut déjà être suffisant, c'est déjà une très grosse somme, certes. Le seul problème, c'est que Netflix, aujourd'hui, ça vaut 280 milliards de dollars. Voilà, donc vous, si vous achetez Netflix à 630 dollars l'action actuellement sur le marché, c'est comme si vous achetez un appartement de 280 000 euros et que vous louez 1 000 euros par an. Je vous laisse un calcul en termes de rendement, c'est quand même un peu compliqué. Donc soit c'est trop cher, soit c'est un très gros pari sur la croissance. Il y a des gens qui vont me dire, oui mais attendez, acheter Netflix aujourd'hui, c'est dire que dans 4-5 ans, ce ne sera pas 1, mais peut-être 30 milliards. Et bien, voyons ça un peu plus en détail. Ça, c'est un tableau qui est publié par Netflix tous les trimestres et qui récapitule par région les nouveaux membres, les nouveaux abonnés et puis ce que payent ces nouveaux abonnés. Vous avez 4 parties. La première et la deuxième, c'est les USA et le Canada en premier. Et la deuxième, c'est l'Europe. Donc, c'est les deux marchés cœur de Netflix. C'est là qu'il y a eu des très belles évolutions sur les dernières années. C'est là que les clients payent le plus cher. La troisième ligne de chaque carré rouge, le average revenue per membership, c'est ce que paye un client par mois. Ces deux marchés-là, le seul problème qu'on a, c'est qu'ils atteignent des plafonds. Vous voyez, par exemple, pour le premier carré rouge, le moins 0,43, ça veut dire que Netflix, au deuxième trimestre 21, a perdu 430 000 abonnés. Perdu. Sur la partie USA-Canada. Voilà. Bon, et c'est totalement logique. Ça n'a rien de mal pour Netflix. Ça veut dire qu'ils ont fait un super succès commercial. Ils ont pris tout le marché potentiel. Il n'y a qu'un Netflix par foyer. De mémoire, il y a 150 millions. Je crois qu'il doit y avoir 130 millions de foyers aux États-Unis. Donc, ils sont présents dans une maison sur deux. Donc, c'est extraordinaire. Mais quand vous avez pris tout le marché, vous ne pouvez pas prendre plus. Vous avez pris toute votre place et c'est fini. Donc, il n'y a plus de croissance du tout aux États-Unis. Leur seul risque sur ce marché-là, c'est la décroissance. Face à la concurrence, ils ont des concurrents, Amazon Prime, Disney. Donc là-dessus, ils peuvent juste se maintenir. Donc ce moteur de croissance qui a tiré les résultats et qui a tiré la hausse de chiffre d'affaires les dernières années, les derniers trimestres, il n'est plus là. Il peut juste tourner négatif en fait. Même chose sur l'Europe. Et les deux autres moteurs, donc c'est ceux dont tout le monde parle actuellement, c'est les deux du bas, les deux seconds, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. Sauf que le gros problème de ces deux régions, c'est qu'en fait, le client là-bas paye beaucoup moins pour avoir accès au service Netflix. Vous le voyez par exemple dans le troisième rectangle rouge, le petit 750, ça c'est ce que paye un membre en Amérique latine par mois comparé aux 14 des USA et du Canada. C'est la moitié. Exactement. Netflix gagne 2 fois moins d'argent à trouver un abonné dans ces régions-là. Voilà. Donc là-bas, globalement, ce moteur-là, il ne pourra pas compenser, entre guillemets, les plafonds atteints en Europe et aux USA. Donc en termes de croissance, on disait tout à l'heure, atteindre les 20-30 milliards de cash générés chaque année, pour nous, c'est impossible. Comment ça se traduit dans les comptes? Eh bien, la croissance se calme, vous voyez dans le graphique de gauche. Donc, il y a des très belles évolutions. Ça, c'est les nouveaux abonnés par an. Voilà. Il y a des très belles évolutions jusqu'en 2018. Beaucoup d'abonnés qui entrent dans le service, notamment aux États-Unis et en Europe. 2019, on atteint les plafonds, ça se calme. 2020, alors là, c'est l'année particulière. Tout le monde est cloîtré chez soi, la pandémie, tout le monde est devant son écran. Donc là, Netflix bénéficie fortement de cette crise. Et alors, l'après-crise, ça s'effondre. On divise par 3 la croissance. Et là, vous avez à droite de l'écran, vous avez le directeur financier de Netflix qui vous dit que ce recul de la croissance, il est lié au retard de production des séries pendant le Covid. Ça amène à la grande question qui est finalement le dilemme de Netflix. Combien doit investir Netflix chaque année pour assurer sa croissance? La réponse est assez simple, c'est tout ce qu'elle gagne. Donc voilà, on est sur un business model qui, pour tourner, va devoir dépenser tout ce qu'elle gagne. Donc ça, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est-à-dire que soit Netflix produit à fond des nouvelles séries géniales, et dans ce cas-là, ils amènent de nouveaux abonnés,
mais ils ne dégagent pas d'argent. Tout part dans la production. Soit ils arrêtent comme en 2020, et donc c'est le directeur financier qui est là qui le dit, ils produisent moins. Dans ce cas-là, ils vont sortir des résultats qui seront meilleurs. Ils vont gagner 2, 3, 4 milliards de dollars, mais les abonnés s'en vont parce que ce n'est pas assez nouveau, ce n'est pas assez neuf, et donc il y a de l'usure. Donc c'est le beurre ou l'argent du beurre, ils n'auront pas les deux. Voilà. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, dans aucun des deux scénarios, on peut arriver aux 280 milliards de dollars d'aujourd'hui. Si je prends les chiffres qu'on a là, donc là on est à 1 milliard de vrai cash généré net. Si je suis très optimiste et que je dis que la boîte croit bien et qu'ils réussissent à gérer un peu mieux leurs coûts et à produire pas trop, on va peut-être arriver à 5 milliards de résultats nets. D'accord ? 5 milliards de résultats nets, j'aurai une boîte mature. Donc si je suis très optimiste, je la mets 30 fois le résultat net. Ça veut dire 150 milliards. Ça veut dire que si Netflix a raison, s'ils font de la croissance, s'ils font 5 fois le vrai résultat cash dedans, ça devrait valoir la moitié de ce que ça vaut aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on a extrêmement peur de ce niveau de valorisation et que le moindre faux pas au niveau où on vole là, le moindre faux pas peut être extrêmement négatif pour tout le reste. Et on verra donc ce qui se passera sur la publication des résultats qui a lieu dans une semaine. Donc, il y a deux choses à regarder en priorité, Pierre. Voilà, c'est la croissance des abonnés dans les régions clés, c'est-à-dire les régions qui rapportent, donc USA, Europe. Et puis, c'est surtout les investissements dans la production de séries. Quel va être le choix de Netflix à ce sujet-là? On sait dans tous les cas, comme l'a dit Charles, que voilà, la croissance, ça risque d'être très compliquée. Ce n'est pas le seul cas. Hein. Il n'y a pas que Netflix qui est dans ce cas-là. C'est un exemple caractéristique de la bulle dans laquelle on est actuellement. On peut parler de Zoom, on peut parler d'Amazon, qui sont également des sociétés qui ne génèrent pas de cash. Voilà, donc une simple déception dans les mois qui arrivent peut créer des effets en bourse assez compliqués. On peut embarquer tout le marché. Exactement, parce que ce qui est important aussi, je pense, à noter, hein, c'est que les noms de sociétés dont on vient de parler, Netflix, Amazon, Zoom, toutes ces fameuses GAFAM, il faut bien se rendre compte que c'est elles qui tirent les marchés actions depuis maintenant quasiment 2 ans et non pas le reste. Hein. On a vraiment une locomotive qui sont ces sociétés qui tirent tout le reste du marché. Donc, une déception sur celle-ci pourrait bien être une forme de déclencheur de quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on est assez inquiet chez Monocle et qu'on préconise de la prudence. Écoutez, merci beaucoup d'avoir tous été présents aujourd'hui. On espère que le format vous a plu. On est vraiment, comme on l'a dit au début, c'était un premier essai, donc totalement ouvert à toute suggestion d'amélioration, de changement. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.